Bonjour maître. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. Chez vous aussi. Merci. Alors, nous évoquons la rupture du contrat de travail. Avant même de parler de cette rupture-là, on va rapidement rappeler le rôle du contrat de travail, deux, trois petits éléments avant même de parler de rupture, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Absolument. Alors, le contrat de travail, c'est tout simplement l'accord entre un salarié et un employeur par lequel le salarié met à la disposition de l'employeur son expérience, sa force de travail, en échange d'une rémunération. Et il accepte aussi que s'applique à lui l'autorité de son employeur. Voilà. Contrat de travail à respecter. Absolument. Oui. Qu'il soit verbal ou écrit. Merci. Alors, quels sont, on a dit différents types de contrats de travail, hein. On a le contrat verbal, le contrat écrit. Tout à fait. Vous avez différentes modalités sous lesquelles le contrat de travail s'exerce. Il peut s'exercer en contrat à durée déterminée. Là, vous connaissez la fin de votre contrat, ou alors en contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire que vous vous engagez pour une durée qui n'est pas définie. Et c'est à ce moment-là que vont rentrer en ligne de compte les questions de rupture du contrat de travail. Alors, comment se définit en droit la rupture du contrat de travail? Alors, la rupture du contrat de travail, c'est l'acte, la manifestation de volonté par laquelle soit l'employé, soit l'employeur décide d'arrêter la relation de travail. Donc la rupture du contrat de travail peut intervenir, comme vous l'avez entendu à l'instant, soit à l'initiative de l'employé, soit à l'initiative de l'employeur. Et les termes diffèrent selon que la rupture vienne de la part de l'employé ou de la part de l'employeur. Alors dites-nous, quelles sont les principales causes d'une rupture de contrat de travail? Alors, on va procéder par étapes. Allons-y. Déjà, lorsque le contrat de travail, la rupture est à l'initiative de l'employé, on distingue selon que l'employé est en CDD. Là, on considère que l'employé décide de partir avant l'échéance, avant le terme de son contrat. Ou alors, l'employé est en contrat à durée indéterminée et là, il décide de démissionner de son poste. Ou encore, il y a une autre possibilité qui est moins connue, celle-là, je pense, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. C'est-à-dire que de la même manière que vous avez fait un contrat pour travailler, vous décidez de faire un contrat pour vous séparer. Donc, à ce moment-là, à la différence de la démission où c'est uniquement à l'initiative du salarié et sans aucune indemnité à la clé, eh bien, dans la rupture conventionnelle, vous pouvez vous organiser et faire ce qu'on appelle dans le langage courant un départ volontaire. À ce moment-là, vous pouvez négocier avec votre employeur pour qu'il puisse vous donner une indemnité que vous allez calculer ensemble. Ça, c'est la troisième possibilité de rupture à l'initiative de l'employé. Maintenant, quand on parle de rupture à l'initiative de l'employeur, il y a aussi là deux possibilités. Allons-y. Soit que on en parle de licenciement pour motif individuel, c'est-à-dire un motif tenant à la personne du salarié. Et les critères sont très clairs, ils sont établis par le Code du travail. Il va s'agir de l'insuffisance professionnelle, de la faute du salarié, ou alors on considère que l'employeur considère qu'il est dans une situation économique difficile, qui l'empêche de continuer à employer tel ou tel salarié. Et à ce moment-là, il peut envisager, sous des critères aussi, là aussi très stricts, un licenciement pour motif économique. Alors, dans le licenciement pour motif économique, vous avez le licenciement pour motif économique qui va concerner une seule personne, ou alors le licenciement pour motif économique qui va concerner plusieurs personnes. À ce moment-là, on parle de licenciement pour motif économique collectif. Voilà. Donc, voilà les différentes modalités. Bien sûr, j'espère que vous suivez bien le cours de droit que vous avez sur RTI aujourd'hui avec Maître Vanessa Balleroux. Évoquons les conséquences, avant peut-être de revenir sur le licenciement, la démission et tout, pour avoir plus de détails. Quelles sont les conséquences de la rupture d'un contrat de travail? Eh bien, la première conséquence, c'est que l'employé quitte l'entreprise. Donc, la première conséquence aussi, c'est que le contrat de travail est rompu. Donc, il n'y a plus ce lien qu'on appelle lien de subordination, c'est-à-dire l'autorité que l'employeur a sur l'employé, elle cesse à compter du moment où le contrat de travail est rompu. Il n'y a plus d'obligation de vous verser un salaire. Voilà. Donc, il y a toutes ces conséquences-là qui découlent de la rupture du contrat de travail. Donc, à partir du moment où l'une de ces causes de rupture intervient, il n'y a plus de lien
contractuel, il n'y a plus de contrat entre vous et votre employeur ou entre vous et votre employé. Et à ce moment-là, chacun est libre de continuer sa vie, tout simplement. L'employé de retrouver un nouvel employeur s'il le souhaite ou de s'installer à son compte, ça dépend de son projet professionnel, et l'employeur de recruter une autre personne, sauf si il a procédé à un licenciement pour motif économique. Okay. Là, dans ce cas-là, quand il y a eu un licenciement pour motif économique, quand il s'agit d'un licenciement individuel, c'est-à-dire qu'une seule personne est concernée par le licenciement pour motif économique, elle a droit à ce qu'on appelle une priorité de réembauche. C'est-à-dire que pendant 2 ans, à partir du moment où elle quitte l'entreprise, si jamais l'employeur éprouve le besoin d'ouvrir à nouveau le même poste, dans la même catégorie d'emploi, il est tenu de contacter cet employé-là prioritairement pour le reprendre. Donc pendant 2 ans à compter du départ de l'entreprise. De même, lorsqu'il s'agit d'un licenciement économique collectif pour motif économique, à ce moment-là, il y a aussi une priorité de réembauche si jamais il y a d'autres postes qui sont ouverts par la suite. L'employeur est tenu de rappeler les salariés qu'il a eu à licencier dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Ça, c'est la seule contrainte. Après, si vous avez démissionné ou si vous avez été licencié, l'employeur, s'il cherche à recruter, il n'y a pas de priorité à la réembauche. Il n'y a pas de priorité. Mais si l'employeur passe par cette forme pour pouvoir libérer tout le monde, et lorsqu'il a la possibilité, même si c'est un motif économique, hein, il a la possibilité de réembaucher et qu'il laisse ces personnes et il va prendre d'autres personnes. Ah, vous pouvez demander des dommages et intérêts devant le tribunal du travail. Déjà, oui, allez-y. Parce que parfois, il y a des licenciements, malheureusement, qui peuvent être abusifs. Oui. C'est-à-dire que l'employeur passe par le motif économique. Mais il faut savoir que c'est extrêmement réglementé. Donc, quand vous devez engager une procédure de licenciement pour motif économique, ça se fait sous la supervision de l'inspection du travail. Donc, sous la supervision de l'inspection du travail, il y a un inspecteur du travail qui va suivre la procédure avec vous de bout en bout et s'assurer qu'elle est correctement menée. Par la suite, vous aurez aussi à interagir avec un organisme qui s'appelle le Conseil national du dialogue social, à qui vous devez, en tant qu'employeur qui envisage un licenciement économique, pour motif économique, faire parvenir les critères que vous avez retenus pour désigner les salariés qui vont être visés par la mesure. Vous devez également justifier de votre motif économique. Soit il y a des mutations professionnelles. On va donner l'exemple, par exemple, du passage de la machine à écrire au micro-ordinateur, qu'on appelle communément ordinateur. Eh bien, lors de cette mutation technologique, si vous, dans votre entreprise, vous passez au tout ordinateur et qu'aucun de vos salariés n'a cette capacité-là, bon, en principe, vous devez les aider à évoluer dans leur emploi. Donc, vous devez leur prodiguer des formations pour leur permettre d'accéder au nouvel outil. Mais si ce n'est pas du tout possible, que vous n'avez pas du tout la compétence à l'endroit où votre entreprise est située, vous pouvez aller sur un motif économique pour mutation technologique. Ou alors, vous pouvez être dans une situation économique. Ça a été le cas, par exemple, l'année dernière, où, en raison de la pandémie et de la fermeture de certains établissements, il y a eu plusieurs licenciements pour motif économique. Là, ce sont les difficultés économiques, les difficultés financières irrémédiables qui ont conduit ces entreprises-là à procéder à un licenciement collectif pour motif économique en raison de la situation financière absolument difficile et compromise qu'ils ont traversée. Donc, il faut vraiment un motif qui soit avéré, procéder au licenciement pour motif économique. Mais si vraiment vous avez des gens qui arrivent à passer entre les mailles du filet et que les salariés s'en rendent compte, ils ont la possibilité d'aller devant l'inspection du travail pour signaler « Ah voilà, notre employeur nous a libérés il y a tant de temps » et on se rend compte qu'en réalité, il est en train d'ouvrir à nouveau des postes et il embauche d'autres personnes. Est-ce que pour l'employé, ce n'est pas une procédure un peu trop longue lorsqu'il y a ce genre de cas? Aller voir l'inspection, aller voir le conseil et tout. C'est pas une procédure trop longue? C'est assez rapide? Bon, je ne sais pas ce que vous appelez long. C'est le temps de l'administration et le temps des juridictions. C'est-à-dire le temps de l'inspection du travail, que l'inspection du travail fasse son travail, pour le coup, et que les juridictions aussi derrière, c'est-à-dire les tribunaux, puissent faire leur travail aussi. Alors, je pense qu'il n'y a jamais de temps assez long pour faire valoir ses droits. Il faut juste patienter, tout simplement. Il faut juste patienter, il faut se faire entourer, se
faire accompagner par un conseil, par un avocat, et surtout pas hésiter en cas de problématique à se tourner soit vers les avocats, soit vers l'inspection du travail. Ils sont disponibles, les inspecteurs sont qualifiés pour cela, pour accompagner les salariés sur leurs questionnements. Ça peut être une interrogation, hein, et puis ça va être très vite levé par l'inspecteur du travail ou bien par l'avocat. Il ne faut pas hésiter. Merci pour toutes ces précisions-là. Donc, alors, on en vient maintenant à la démission. Est-ce qu'il y a des conditions juridiques pour démissionner? Tout à fait. Pour pouvoir démissionner, vous devez réaliser, en fonction de votre catégorie, selon que vous soyez employé, agent de maîtrise ou cadre dans l'entreprise, ce qu'on appelle un préavis. Le préavis, c'est un délai pendant lequel vous devez rester dans l'entreprise, même si vous avez déposé votre lettre de démission, qui va permettre à l'employeur de pouvoir se retourner, c'est-à-dire de pouvoir recruter quelqu'un, etc. Donc, en fonction de votre catégorie d'emploi, ça va de quelques jours à quelques mois de préavis. Mais vous pouvez aussi, dans le cadre de du dépôt de la lettre de démission, demander à l'employeur d'être dispensé de faire ce préavis. Si l'employeur est d'accord et que ça ne le dérange pas trop dans l'organisation de son entreprise, il peut estimer qu'il peut vous faire cette faveur-là et vous dire, bon, bah, écoutez, normalement, vous auriez dû faire 3 mois ou 4 mois de préavis, mais je vous en dispense, c'est-à-dire que vous pouvez sortir immédiatement de l'entreprise. À ce moment-là, on liquide tout ce qu'on vous doit, c'est-à-dire vos congés principalement, mais vous n'aurez pas droit à une indemnité de départ de l'entreprise. Alors, cas pratique maintenant dans cette émission, avec un travailleur qui est embauché, qui vient d'être embauché dans une entreprise, avec un CDI, il a commencé il y a juste 1-2 semaines, et il a une autre opportunité quelque part qui est meilleure que celle qu'il est en train de débuter là. On en voit généralement, on est un peu perturbé, ah, je viens de commencer, mais il y a une autre entreprise qui m'appelle, le salaire est meilleur. Comment est-ce que je fais? C'est quoi ma démarche? Alors, bien souvent, quand vous entrez en entreprise, oui. Vous avez ce qu'on appelle une période d'essai, c'est-à-dire une période pendant laquelle l'employeur vous teste. Oui. Pendant cette période-là, vous pouvez arrêter la période d'essai à tout moment, que ce soit à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative de l'employé. Mais le principe général dans les relations de travail, c'est la loyauté, tout simplement. Okay. Donc, même si vous voulez partir et que vous venez de commencer il y a quelques semaines, vous m'avez dit, hein, oui. Vous pouvez partir, mais toujours est-il que c'est toujours mieux de s'asseoir avec l'employeur et de lui dire, ah voilà, moi j'ai eu une meilleure opportunité. C'est le jeu, c'est le marché de l'emploi. L'emploi, c'est aussi un marché. Et si vous avez une offre qui est meilleure, mais sachez qu'il y a certains domaines, par exemple, bon, on va dire la banque, oui. Que les banquiers me pardonnent, mais oui. qui sont extrêmement concurrentiels oui. et qui sont aussi fermés. Okay. Donc, si vous comportez mal d'un côté, sachez que ça va se savoir très vite dans le domaine d'activité où vous êtes. Et voilà, mais ça marche aussi chez les juristes. Hein. Si il y a un problème dans un cabinet ou avec tel ou tel praticien du droit, ça va se savoir assez vite. Donc, la meilleure manière de partir, c'est de s'asseoir avec son employeur et de dire, bon, moi j'ai eu une meilleure opportunité. Le futur employeur lui dire, patientez un petit peu, juste le temps que voilà, je permette à l'autre de s'organiser. Et puis, vous rejoignez votre nouvel employeur. Voilà. Merci de nous montrer que vous vous parlez entre vous. Comment? Je dis merci de nous montrer que vous vous parlez entre vous. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Même à la télé, je pense que les gens se parlent aussi entre eux. On se parle, les amis? Enfin, on se parle. Alors, on poursuit donc nos échanges avec Maître Vanessa Balleroux. Il nous reste juste 8 minutes pour terminer cette émission. Alors, le licenciement. On va revenir un peu là-dessus, parce qu'il y a des abus très souvent dans nos entreprises. À quel moment devient-il abusif? Alors, le licenciement est abusif dès lors qu'il ne respecte pas les critères légaux, c'est-à-dire les critères fixés par la loi. Un employeur qui viendrait à licencier quelqu'un juste parce qu'il n'a plus envie de le voir, ce serait un licenciement abusif. Et pourtant, ça arrive. Et pourtant, ça arrive, malheureusement, et plus qu'on ne le pense. C'est-à-dire quotidiennement, il y a des personnes qui quittent des entreprises juste parce que l'employeur n'a plus envie de le voir ou tel supérieur hiérarchique n'a plus envie de le voir. Donc, ne plus avoir envie de voir quelqu'un, ça ne fait pas partie des critères légaux. Il faut attester d'une insuffisance professionnelle, d'une faute du salarié. Il faut pouvoir respecter les critères qui sont définis par la loi. Dès lors que vous sortez de ces critères-là, que ce soit pour motif personnel ou que ce soit pour motif économique, il y a une procédure à suivre.
Il faut aussi, quand on est dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel, pouvoir suivre ce qu'on appelle la procédure disciplinaire. Ok. C'est-à-dire que vous allez devoir envoyer une demande d'explication au salarié qui a 72 heures pour répondre. Et à compter du moment où il a répondu, vous avez, en tant qu'employeur, 15 jours pour décider de la sanction à lui appliquer. Ça peut aller de l'avertissement à la mise à pied, jusqu'au licenciement en passant par la mise à pied, qui va de 1 à 8 jours maximum. Oui. Donc mise à pied, c'est-à-dire que on vous demande de rester chez vous et vous êtes privé de salaire. Maintenant, une fois que le licenciement, vous estimez que votre licenciement a été prononcé sans respecter la procédure, vous avez la possibilité de vous tourner vers un avocat ou idéalement de vous tourner, s'il n'y en a pas dans la localité où vous vous trouvez, vous avez en tout cas l'inspection du travail qui est là, qui est disponible pour ça et qui va vous accompagner dans ce processus-là. Donc, les licenciements, que ce soit du côté de l'employeur, j'encourage vraiment les employeurs à respecter les termes de la loi parce que ça va très vite et ça coûte très cher. Bien sûr. Alors, on va rester un peu sur l'employé même. C'est vrai qu'on est avec l'employeur, mais on va rester sur l'employé. Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes en quête d'emploi. Lorsqu'on trouve un travail, on ne prend pas le temps de bien regarder. Souvent, le contrat, même lorsqu'on le prend comme ça, c'est la dernière page où se trouve le salaire qu'on regarde. Qu'est-ce qu'en tant qu'employé, je dois faire ? En tant qu'employé, vous devez prendre votre contrat de travail, peut-être ne pas le signer immédiatement et le lire ou le faire lire. Le réalisateur dit tellement c'est chaud, on ne regarde pas. Non, mais bon, c'est vrai que ça peut être, comme vous dites, chaud. Oui. Et la personne a besoin de ce travail-là, on la presse de signer. Bon, signe rapidement parce que c'est une opportunité. Hein. Il y en a qui font la queue derrière là-bas. Mais j'ai envie de dire que si on vous a retenu, c'est que quelque part, vous avez une qualité que l'employeur recherche. Donc, c'est toujours mieux de lire son contrat. Mais pour donner quelques petites indications, en dehors du salaire et de la page où il y a la signature, regardez les conditions de travail. Okay. Renseignez-vous préalablement sur les critères qu'il faut dans un contrat de travail. Il faut que l'employeur mentionne, par exemple, vos droits au congé. Regardez les modalités selon lesquelles vous avez la possibilité de quitter l'entreprise. Ça peut être complètement contradictoire avec la loi. Vous allez sur Internet, vous faites une petite recherche. Ou mieux, vous allez à l'inspection du travail. Voilà ce qu'on m'a proposé comme emploi. Qu'est-ce que je dois regarder? On va vous donner les indications. Vraiment, ne pas hésiter à se renseigner avant la signature du contrat. Oui. Idéalement, si vous pouvez prendre le contrat et le lire et le faire lire à un professionnel du droit, c'est mieux. Mais en tout état de cause, même pendant l'exécution de votre contrat de travail, après la signature, rien ne vous empêche de le faire lire également et de pouvoir regarder parce que vous serez probablement en période d'essai et vous aurez la possibilité, si ce contrat-là ne vous convient pas, de quitter l'entreprise. Même après l'avoir signé, on peut revenir pour dire... Si vous êtes en période d'essai... En période d'essai, OK. Oui, c'est un contrat, c'est-à-dire c'est un accord de volonté entre l'employeur et l'employé. C'est vrai que le rapport est plus en faveur de l'employeur puisque c'est lui qui a ce pouvoir, cette autorité-là sur le salarié et qui paye aussi, il faut dire ce qui est. Mais c'est d'abord un contrat, donc vous avez la possibilité de négocier. C'est vrai que quand vous avez signé, c'est un peu compliqué de revenir dessus, mais si vous n'avez pas compris certaines dispositions, vous avez la possibilité, pendant l'exécution de votre contrat de travail, de négocier des petites choses et de revenir sur certaines choses. Par exemple, quand vous constatez qu'il y a un avantage qui est accordé aux salariés et que vous n'en bénéficiez pas, vous allez voir votre supérieur hiérarchique pour dire attention, mais les salariés, ils ont droit à ceci et moi, je n'y ai pas droit. Pourquoi? Et à ce moment-là, quand on se rend compte de ça, on régularise votre situation. Vous avez renégocié votre contrat de travail. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Est-ce que dans la manière de faire, on peut se permettre de faire par écrit ou bien de manière verbale pour juste permettre cette rectification-là? Bon, c'est toujours mieux que ce soit écrit, mais parfois l'écrit est mal interprété. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui ne supportent pas de tout que vous leur écriviez. Là, ce sont de vrais cas où le salarié a eu le malheur d'écrire à son supérieur et ça a été des représailles à non plus finir, juste parce qu'il a écrit. Parce que certains employeurs interprètent l'écrit comme un début de contentieux. S'il m'écrit, c'est qu'il a envie d'aller faire palabre. Donc non, pas du tout. C'est mieux quand c'est écrit. Bon, il y a des entreprises, si votre entreprise fonctionne ou votre emploi vous le permet, vous avez accès à des mails, par exemple. Donc, vous pouvez envoyer un mail, mais c'est mieux de toujours en parler d'abord et après formaliser par mail. Une fois que vous avez votre réponse écrite, c'est mieux pour vous.
C'est mieux pour vous. Et vous êtes en sécurité aussi. Voilà, mais dans l'industrie, par exemple, où les gens sont sur des chantiers, sont dans des usines, il ne faut pas hésiter à aller voir son employeur pour signaler tel ou tel dysfonctionnement. Et puis, si ça ne va pas, se tourner vers un professionnel du droit ou vers l'inspection du travail pour vérifier que la situation là est conforme au droit. Bien sûr. On va terminer avec la retraite. Est-ce que la retraite, qu'elle soit anticipée ou pas, peut être considérée comme une rupture de contrat? Absolument, puisque la conséquence, c'est que vous allez quitter l'entreprise. Oui. Mais c'est une rupture normale, puisque légalement, vous avez atteint l'âge auquel vous devez partir à la retraite. Donc oui, il y a rupture du contrat de travail, mais dans le cadre de la retraite, par exemple, il y a cet accompagnement qui peut être envisagé, accompagnement financier de l'employé qui part à la retraite et à qui l'entreprise a envie de rendre un dernier service et qui... par exemple, dans le cadre d'un départ à la retraite anticipée, peut par exemple laisser 1 an d'assurance maladie, continuer à payer pendant 1 an le véhicule du salarié s'il était assuré dans le cadre de la flotte de l'entreprise. Voilà. Donc il y a toute une palette d'accompagnement possible. Il faut en discuter avec le responsable des ressources humaines et voir ce qui est possible au niveau de l'entreprise. Bien sûr. Et là encore, on fait appel au bon sens de tout un chacun. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Maître Vanessa Ba-Leroux. On a eu plaisir à échanger avec elle. Elle nous permet comme ça d'être des experts en droit avec tout ce qu'elle nous dit. Et on connaît nos droits, hein, donc attention.